Vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne. Face à vous, Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir, Député avec lui, pas face à lui. avec lui. Ah ben, c'est ce qu'on Surtout sur verra. un sujet comme ça. Je parlais géographiquement. Il se Non trouve que mais vous êtes l'un en je, face de je, l'autre je ce dis ça, soir. vous savez très bien pourquoi je dis ça. On va voir, vous allez avoir l'occasion évidemment de vous en expliquer. Frédéric Lefebvre, je disais que vous étiez donc député Les Républicains des Français d'Amérique du Nord. Et puis, avec nous, situé quelque part autour de cette table, David Thompson, bonsoir. Bonsoir. Reporter au service Afrique de RFI, auteur de l'ouvrage Les Français djihadistes, c'est paru aux arènes en mars 2014. Merci en tout cas à tous les trois de répondre aux questions des auditeurs et des auditrices de France Inter. France Inter, le téléphone sonne. Yacine Sali fait l'objet d'un fichage des services de renseignement, mais sans casier judiciaire. Sa trace se perd en 2008. Il est relocalisé à Besançon en 2013, puis en mai 2014. Le procureur de Paris évoque des liens avec la mouvance salafiste lyonnaise, avant de disparaître pour de longues semaines, sans aucune explication. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson. Intervenez sur France Inter et c'est Gérard qui nous pose la première question. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Paris ? J'habite de Paris, voilà. Je vous remercie parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on m'appelle, parce que j'avais passé un numéro de téléphone. Bref. Mais vous nous posez une question, alors on se dit que vous avez peut-être envie de la poser. Oui, non, tout à fait. En fait, non, c'était plus souligner ce que vous-même vous avez dit, Madame Jean, et je vous en suis très reconnaissant. C'est de dire que nous avons un doute aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sur les motivations réelles de cet acte. Que ce soit considéré comme un acte terroriste, c'est évident. On ne va pas essayer de faire sauter une usine impunément. Est-ce que c'est vraiment rattaché à un mouvement islamique? Nous ne le savons pas. Donc, tant que ce doute persiste, j'aimerais que ce soit toujours mis en avant. Et pourquoi j'insiste? C'est parce que les musulmans en prennent plein, je ne suis pas musulman, que les musulmans en prennent plein la figure aujourd'hui, que ce soit directement, ce sont les premiers impactés, ou que ce soit indirectement de par l'opinion que tout ça nous amène à pouvoir avoir d'eux. Donc je pense qu'il n'est pas utile de charger davantage la barque quand on peut l'éviter. Voilà, c'était ça en fait, l'objet de mon appel. Merci Gérard pour cet appel. Est-ce qu'il y a un doute ce soir pour vous sur la qualification de l'acte de cet homme, de ce qu'il a fait vendredi, Eduardo Riancipel? C'est un acte terroriste, avec un mode opératoire qui est digne d'un attentat terroriste tel que l'organisation terroriste État islamique les fait. Il y a un homme égorgé, il y a des drapeaux avec des insignes en arabe ou islamiste, ou de l'islam en tout cas, et il y a donc les faits qui parlent. La motivation intérieure profonde, c'est à l'enquête de le déterminer, voire à une analyse psychologique beaucoup plus profonde de l'individu. Mais pour Mais vous, force pas est de de doute. constater, il n'y a aucun doute. Il y a les faits, on égorge quelqu'un, on met des insignes qui revendiquent donc une appartenance à l'islam ou islamiste. Moi, je n'ai pas les inscriptions, donc je ne ferai pas davantage de commentaires. Il y a une tentative de sabotage à travers la volonté de faire exploser cette entreprise et cette usine. Et je crois que, même si j'entends ce que notre auditeur vient de dire, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans une guerre d'amalgame et de stigmatiser des innocents qui sont aussi victimes de ce terrorisme djihadistes que sont les Français musulmans et les musulmans à travers le monde, qui sont aussi les premières victimes de ces groupes terroristes. Ils se font aussi décapiter que les autres. Et par conséquent, il faut surtout avoir de la lucidité. Il y a 3000 personnes en France qui peuvent d'une manière ou d'une autre être concernées par les filières djihadistes terroristes, et nous avons besoin de regarder ce phénomène en face. Mais si on veut y lui, lutter. en l'occurrence, l'homme dont on parle, n'était pas repéré comme tel. C'est-à-dire, Si. il avait Si. il avait été repéré comme tel. Il n'était plus aujourd'hui, il ne faisait plus l'objet de surveillance C'est particulière. toute la difficulté de l'affaire. Il était bien fiché par les services de renseignement Et ça s'arrête intérieurs, et ça s'arrête en 2008. y compris pour appartenir à des mouvances salafistes, vous venez de le dire dans votre reportage dans la région où il était, et ensuite il a su soit se dissimuler, soit se mettre au calme, et se décider ensuite à passer à l'acte pour les raisons que l'enquête le déterminera. Mais il était bien lié à la mouvance salafiste, laquelle, hélas, produit du terrorisme djihadiste. Frédéric Lefebvre, vous êtes d'accord avec Eduardo Riancipel qui dit pas de doute, c'est un acte terroriste? Bien sûr, il n'y a aucun doute que c'est un acte terroriste, que c'est un acte qui
d'une façon ou d'une autre. Le seul doute en réalité qui existe, c'est de savoir quelle est la nature du lien. Est-ce que c'est un lien de dépendance suite à une forme d'embrigadement, même si c'est un embrigadement qui s'est fait de façon virtuelle. Il y a aujourd'hui des sites qui font des prêches ou qui s'est fait dans un milieu identifié, un lieu de prière, ou de savoir si c'est coordonné avec un des mouvements terroristes internationaux. C'est ça le seul doute qui existe. Mais sur le fait que ce soit un acte terroriste qui revendique le lien au moins psychologique, intellectuel, avec le mouvement État islamique et avec cette violence, il y a aucun doute. Et une des raisons pour lesquelles, dans le Figaro ce matin, je dis que notre devoir, droite et gauche, et je dois dire que je trouve assez dérisoire que la droite et la gauche puissent polémiquer au lendemain de drames comme celui-là, et alors que tous nos compatriotes vivent dans l'angoisse de ce terrorisme qui est chez nous aujourd'hui. Il y a quelque temps, on disait qu'il était à nos portes, il est chez nous aujourd'hui. Donc, je voudrais dire que quand j'ai dit, par exemple, qu'il était aujourd'hui indispensable qu'avec les islamistes fanatiques, nous soyons radicaux, que les lieux de prière qui ont été identifiés par nos services... On parle de 80 lieux de prière dits salafistes. Oui, mais moi je vais même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui identifié précisément 25 lieux de prière en région parisienne. Il y en a 22 en région lyonnaise. Il y en a 13 dans la région de Marseille aux alentours, qui sont tombés aux mains de prédicateurs salafistes ou extrémistes. Ces lieux doivent être fermés. Pourquoi je vous dis ça ? Je pense que droite et gauche, encore une fois, ce n'est pas une question de droite et gauche. Pendant très longtemps, on a considéré que ce soit le renseignement, que ce soit les forces de police, que ce soit les magistrats, que c'était dans ces lieux où se préparait une forme de contestation qu'on pouvait avoir les informations qui nous permettaient de nous protéger. Mais moi, je ne veux plus qu'on continue de mettre en danger la jeunesse musulmane, qu'on laisse aujourd'hui aux mains mais Bernard Cazeneuve vous a déjà répondu fanatiques. sur ce point en disant depuis 2012, il y a déjà une quarantaine de prêcheurs de la haine, a-t-il dit, qui ont été expulsés, une dizaine depuis le début de l'année, des dossiers sont en cours. Encore une fois, moi je ne reproche rien à Bernard Cazeneuve et je sais que le gouvernement agit et j'en ai discuté d'ailleurs de vive voix avec lui et je ne fais aucun procès au gouvernement. Ce dont je suis en train de parler, c'est de la nécessité que la société française réagisse et change d'approche sur cette question. Quand, par exemple, vous avez des sites Internet qui sont, mais tout le monde le sait, des lieux de prêche, où il y a aujourd'hui présenté comme des lieux d'échange entre musulmans et non-musulmans. Puis tout d'un coup, vous voyez à un endroit un drapeau de Daesh. Et puis si vous allez sur les forums, et c'est d'ailleurs les services de renseignement adorent ce genre de lieu parce que ça leur permet d'avoir des infos. Si vous allez sur les forums, vous voyez à quel point on est en train d'embrigader un certain nombre de jeunes. Mais moi, je demande que, par exemple, Ansar al-Haq, qui est un de ces sites, soit purement et simplement fermé. Moi, je demande que, par exemple, quand vous avez dans les mosquées le détournement de l'aumône, la zakat, à l'insu même des fidèles, qui sert à financer des actions violentes, on intervienne. Et c'est la raison pour laquelle, parce que je pense que tout ça, il faut le faire avec beaucoup de calme, sans amalgame, en étant très rigoureux, j'ai déposé une demande de commission d'enquête parlementaire pour qu'on puisse passer au crible l'ensemble de ces associations. Celles qui, parfois, en façade, ont un rôle tout à fait positif, mais qui, en réalité, au fond, mettent en danger une partie de notre jeunesse. David Thompson, pas de doute, disent les deux députés. Vous qui connaissez les djihadistes français, puisque vous avez mené une enquête, est-ce que dans ce cas précis, aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas de revendication, par exemple, ni de l'État islamique, ni de personne pour l'instant. Est-ce que pour vous, de la même façon, il n'y a pas de doute, sinon sur la qualification de cet acte, sur la façon dont on peut le considérer ? En l'état actuel des connaissances et des faits,
qui sont connus publiquement, on ne peut pas dire avec certitude, c'est impossible, si on se cantonne juste à l'observation des faits, qu'on a affaire à un acte de type djihadiste. Évidemment, il y a tous les éléments qui sont là, mais si on regarde dans le détail, les drapeaux qu'on voit sur les photos n'appartiennent pas du tout à l'État islamique, ni à Jabhat al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Selon les premières déclarations de cet individu, qui pour l'instant, je le disais, toute motivation religieuse. Personnel. Il connaissait la personne qui l'a tué, c'était son patron. Donc, pardon, mais il y a effectivement, je comprends que d'un point de vue politique, on a envie de dire qu'il n'y ait pas de doute, mais il y a un doute. Mais finalement, qu'est-ce que ça change? Je m'entretenais avec un combattant français de l'État islamique à ce sujet encore hier, et il me disait de toute façon, pour nous, l'essentiel c'est que le message soit passé. Peu importe si on a affaire à l'État islamique ou pas. De répondre à la question. Oui, donc il n'y a pas de doute. Donc, c'est pas parce que quelqu'un le fait sans avoir un lien organisationnel avec l'État islamique que pour mais ça change tout. Mais ça change tout, pardon. Pardonnez-moi, attendez, on laisse terminer. Le danger. Oui, non mais... Pardonnez-moi. Et ça change... ça doit changer. Excusez-moi, stop. Et ça change peut-être la façon dont on peut repérer malgré tout ces individus, non? Ça, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation où le risque zéro n'existe pas. Aucun système au monde n'est infaillible face à la menace qui pèse aujourd'hui sur la moitié des pays de la planète, puisqu'il faut rappeler que l'État islamique, c'est 80 nationalités de combattants étrangers qui sont actuellement dans ces rangs. Donc, à des degrés divers, la moitié des pays de la planète sont menacés. Des pays le sont beaucoup plus, principalement la France, parce que c'est le pays qui compte le plus grand nombre de ressortissants étrangers dans les rangs de l'État islamique. La Tunisie également, enfin, parmi les combattants occidentaux. Pas au regard de la population, c'est la Belgique. Oui, proportion de la population, effectivement, c'est la Belgique. Oui. Alors, moi, Édouard de Riancipel, et puis on va reprendre les auditeurs qui nous attendent. Ce que vient de dire David Thompson, parce que la réalité qui nous fait croire encore qu'on peut douter, c'est qu'il faut simplement se mettre dans la tête qu'on vient de changer de contexte. On vient de changer de paradigme. Nous avons affaire à une nouvelle forme de terrorisme, où n'importe qui peut passer à l'acte. C'est un terrorisme de freelance, c'est un terrorisme de franchise, c'est un terrorisme de drive-by. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une organisation avec soi, qu'on n'a pas besoin d'avoir des filières organisées. Ça veut dire qu'on peut passer à l'acte parce qu'il y a une offre idéologique de la part de Daesh, de l'organisation terroriste État islamique, qui fait que certains individus dans le monde, et notamment en France, peuvent s'y reconnaître et passer à l'acte quasiment tout seul. Je dis bien quasiment tout seul. Je ne crois pas beaucoup à la théorie du loup solitaire. Mais Hélène Jouan, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la graduation des individus qui peuvent passer à l'acte avec des actes terroristes, vous avez des types comme l'autre qui est arrivé une fois avec un couteau en tapant à la porte d'un commissariat, un peu déséquilibré, etc. Mais il n'en reste pas moins que c'est un type d'attentat. Jusqu'à des gens beaucoup plus organisés comme les frères Kouachi ou Koulibaly, et jusqu'à ce type qui a commis cet attentat, et je le répète comme tel, et y compris de la part du parquet, il est qualifié comme tel, parce que souvent d'ailleurs, les actes dépassent leurs propres auteurs. Et l'effet que produit cette personne, on verra, il nie aujourd'hui qu'il y a un caractère religieux. Je n'ai pas dit qu'il y a un caractère religieux, je dis qu'il y a un caractère terroriste. Mais on sent que c'est une question qui traverse, vous allez voir, les auditeurs. On a d'autres questions sur le même sujet. Alain nous appelle de l'Ain. Bonsoir Alain. Bonsoir. On vous écoute. Je crois que vous avez un petit peu le même type d'interrogation que Gérard, non, si je ne m'abuse? Oui, voilà, c'est un peu ça en effet. Oui, moi la question que je me pose, c'est ne parle-t-on pas trop rapidement de terrorisme? Moi j'habite à quelques dizaines de kilomètres du lieu, là, Saint-Quentin-Fallavier, et ça, on peut penser que cet assassinat absolument ignoble est plutôt l'acte d'un ouvrier, en l'occurrence un chauffeur-livreur d'origine maghrébine. Il aurait, comme on dit familièrement, disjoncté ou pété un câble. Parce que ce drame semble plutôt être la conséquence d'un conflit hiérarchique au sein de l'entreprise. Si on se fie au Dauphiné Libéré, qui est un journal de référence en Rhône-Alpes, l'ouvrier s'est reproché par son patron d'avoir renversé une palette de matériel informatique. Et puis quand on connaît le monde du travail en France en 2015, quand on sait la maltraitance dont sont victimes les ouvriers, de la part des patrons, des supérieurs hiérarchiques, on peut craindre que ce pauvre ouvrier faible d'esprit a été sans doute insulté, et puis de par ses origines qualifiées sûrement en des termes peu flatteurs, on va dire. Donc
Vu de Paris. Voilà, vous en tout cas, du coup, vous hésitez aussi à considérer ce soir que c'est vraiment un acte terroriste. C'est ça que vous voulez nous dire, David Thompson. On sent à travers ces deux appels, que ça a l'air d'être compliqué pour les Français. Oui, on sent un petit malaise. Il faut dire dans cette affaire, il y avait quand même un petit cafouillage au niveau politique, au niveau médiatique. Immédiatement, les plus hautes autorités de l'État se sont ruées sur les médias pour parler, dévoiler l'identité du suspect. Ce qui fait que sa femme a été appelée par une radio avant même de savoir que son mari avait été interpellé. Donc il y a eu un emballement total sur cette affaire, et puis ensuite un rétropédalage, puisque l'individu a plus ou moins nié la motivation terroriste en garde à vue. Juste sur l'emploi des mots, effectivement, je pense que sur ce genre de sujet extrêmement sensible, c'est très important. Je ne vais pas parler de terrorisme, je vais parler juste de l'emploi du mot salafisme aujourd'hui. On parle de sites de mosquées salafistes. Oui, il y a des mosquées salafistes, mais une mosquée salafiste, ce n'est pas une mosquée djihadiste. Il faut bien comprendre que... Non, non. Donc comment toutes les fermer? Vous parlez de terrorisme, mais vous me dites que ça vient de sites de mosquées salafistes. Non et non. Mais si vous voulez, on peut être précis. Attendez, on finit. Le salafisme n'est pas toujours un appel à la violence. Et au non, terrorisme, effectivement, mais c'est toujours un appel au repli sur soi. Alors effectivement. Et c'est toujours un appel au refus d'un certain nombre d'éléments concrets de notre société. Or, et c'est bien ça le danger. Si vous voulez interdire le salafisme pour cette raison-là, mais j'ai pas dit d'accord. C'est pas ce qu'on dit. Mais vous voulez fermer des mosquées salafistes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. D'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Si vous c'est quasiment ce que vous avez dit. Non, j'ai dit très clairement que les lieux de prière. Il a parlé dans Sarah. Est-ce que je peux expliquer du coup? Mais parce que visiblement, vous n'avez pas bien compris. J'ai dit qu'il y avait un certain nombre de lieux de prière, qu'ils soient salafistes ou pas. Il se trouve que dans la plupart des cas, ils sont tombés aux mains de prédicateurs salafistes. Mais ça peut être d'autres types d'extrémistes. Et moi, ce qui m'importe, c'est que justement, et c'est bien tout le problème, c'est que ce jeune, on peut discuter à l'infini de savoir quel est son mobile. Mais ce qui m'intéresse, et personne, et tout le monde le sait qu'il avait des liens avec ces milieux salafistes, c'est que, et ça vous ne pouvez pas le contester, même si les salafistes n'appellent pas toujours au djihadisme ou à la violence, ils appellent toujours au repli sur soi, au refus de notre société. Or, quand ils font ça, ça veut dire qu'ils prennent des gens parfois fragiles, des jeunes musulmans qui sont parfois dans la misère. Et ces jeunes se retrouvent embrigadés et à un moment où dans leur vie, il va y avoir un événement, quel qu'il soit, ils vont se retrouver confrontés à cet acte que, en l'occurrence, ce jeune a commis. Édouard Dorian-Sipel, on poursuit parce qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs. Et c'est la raison pour Lefebvre. laquelle, pour protéger les jeunes musulmans, il faut maintenant changer de braquet. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je parlais de culture, vous savez, moi j'ai été longtemps au ministère de l'Intérieur. Je sais parfaitement comment fonctionnent nos services de police, nos services de renseignement, de même que les magistrats. Et c'est la facilité. Comme à un moment, on utilisait dans d'autres affaires des petits trafiquants de drogue pour remonter sur les gros bonnets. Vous nous l'avez dit, c'est que ça servait jusque-là au renseignement. De jeunes, c'est ça qui m'importe. À investir. Édouard Dorian-Sipel, et on reprend un auditeur. Il est évident que le processus de radicalisation d'un individu, de radicalisation djihadiste, si vous voulez, doit être analysé avec intelligence et finesse, jusqu'au passage à l'acte. Et tout le monde qui se radicalise ne passe pas à l'acte. Et il est évident que le salafisme est une sensibilité de l'islam très rigoriste. On pourrait en discuter, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Il est évident que tous les salafistes ne sont pas des terroristes. Je veux dire, c'est évident. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 3000 personnes en France qui peuvent passer à l'acte terroriste, quelles que soient les motivations intérieures, ce qui les amène à la radicalisation et jusqu'au passage à l'acte. Mais à un moment donné, il y a une forme de revendication et d'expression. Et quand on décapite quelqu'un dans une usine, quand on cherche ensuite à faire exploser cette usine, quand on dépose des drapeaux, même si ce n'est pas des drapeaux authentiques de Daesh, parce que le type, sans doute, c'est la seule chose qu'il avait entre les mains à ce moment-là. Moi, je dis c'est un acte terroriste. Soit la France prend conscience que le combat contre cette nouvelle forme de terrorisme sera long, un combat de long terme, contre lequel on doit s'adapter, avec des gens qui n'ont pas besoin, encore une fois, d'organisation, qui peuvent uniquement décider de faire quelque chose, c'est-à-dire un acte terroriste meurtrier. Demain, pardon, je ne veux pas terroriser les gens, mais ce qui s'est passé en Tunisie, ça peut se passer sur les plages de France. Aujourd'hui, la réalité, c'est quelqu'un qui prend une Kalachnikov ou n'importe quelle arme, une voiture à couteau, et qui passe à l'acte pour avoir des meurtres dans un cadre d'une idéologie, celle de Daesh, qui commande de tuer
nous autres, Européens, société occidentale, parce que nous portons des valeurs de liberté et de démocratie. Et cette idéologie totalitaire de l'organisation terroriste État islamique, c'est cela la nouvelle donne contre laquelle on doit lutter, parce que vous avez 2 foyers terroristes importants, entre la Syrie et l'Irak par Daesh. Vous en avez au Sahel avec justement AQMI et toutes les organisations. Vous en avez aussi avec Boko Haram. Et vous en avez à l'intérieur de nos pays, malheureusement, des personnes. Et pas simplement d'origine musulmane ou maghrébine. Vous avez des Français dits de souche, convertis, Beaucoup de convertis. qui partent en Syrie et qui peuvent passer à l'action. Ce qui s'est passé effectivement en France vendredi et puis malheureusement au mois de janvier, et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est effectivement la même chose, David Thompson? On peut, là en l'occurrence, pour ma part non, puisque je ne me prononce pas sur l'attentat de l'Isère, je ne sais même pas si c'est vraiment un attentat. Donc voilà, mais effectivement, il ne s'agit pas de nier la menace, puisqu'il est tout à fait possible, probable même effectivement, d'imaginer une attaque de type de celle de Sousse sur une plage française. C'est une possibilité. Je reviens juste sur l'exemple que citait tout à l'heure Frédéric Lefebvre sur la lutte contre le cyber-djihad. Il prenait un très bon exemple, il prenait le forum Ansar al-Haq. Le forum Ansar al-Haq, qu'est-ce que c'est? C'est le principal forum djihadiste français du point de vue historique, mais aussi du point de vue de la diffusion de la littérature djihadiste traduite en français, donc à des gens qui ne parlent pas l'arabe. Donc ce forum a eu un impact très important avant que le cyber-djihad n'arrive sur les réseaux sociaux. Étonnamment, ce forum n'a jamais été interdit en France. Et pourquoi, alors mais à l'époque où Nicolas oui. Sarkozy était au pouvoir, après l'affaire Mera, il y a eu la volonté, en tout cas dans le discours, de faire une loi pour interdire le cyber-djihad sur Internet. Je pense que du côté des services de renseignement, tout le monde s'est insurgé et qu'il était hors de question de fermer Ansar al-Haq. Mais la seconde chose, c'est pas uniquement ça, puisqu'aujourd'hui Ansar al-Haq, c'est presque de la préhistoire, si vous voulez. Ansar al-Haq n'a plus un rôle important dans la diffusion du cyber-djihad. Aujourd'hui, où passe la propagande djihadiste sur un réseau social que Frédéric Lefebvre connaît très bien, Twitter, tout passe par là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que toutes les puissances de la planète sont totalement impuissantes à empêcher la diffusion au quotidien de dizaines et de dizaines de vidéos officielles de l'État islamique par jour qui ont un impact très important. Donc il y a aussi cette impuissance des autorités publiques qu'il faut reconnaître. De la même façon, quand je parlais des mouvements dangereux, on parle des mouvements salafistes, Tablir. C'est la même chose. Mais le Tablir n'est pas un mouvement violent. 90% des salafistes en France. C'est ce que je dis. Mais non, mais vous faites... Non, je ne fais pas d'amalgame. Justement, je parle de repli sur soi. Oui, mais d'accord. Mais il y a une différence entre un mouvement ultra-orthodoxe... Mais je la fais la différence. Si vous voulez... Mais non, parce que vous faites un lien entre des mouvements qui sont effectivement... qui ne sont pas en accord avec les valeurs de la République. Ça, c'est une réalité. Mais qui ne sont pas pour autant violents. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La même chose. Un lien entre ces mouvements et les mouvements djihadistes, alors que ces trois mouvements sont totalement ennemis. Je ne fais aucun lien entre ces mouvements. Mais non, je suis en train de dire avec beaucoup de force. Il faut les traiter de la même façon. Avec beaucoup de force. À partir du moment où effectivement on prêche le repli sur soi. Parce que le repli c'est une réalité. Mais bien sûr que c'est une réalité. Et c'est ça dont je parle. Mais en luttant contre eux, vous ne luttez pas contre les djihadistes, il faut le savoir. On lutte aussi contre les djihadistes. Ah non. Enfin, écoutez. Non mais France Inter. Le téléphone sonne. Intervenez au 01 45 24 7000. Non, alors voilà, nos interlocuteurs continuent de discuter entre eux, mais on va reprendre des auditeurs qui ont plein de questions à vous poser. Jacques nous appelle de Dijon. Bonsoir Jacques. Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voudrais te poser une question toute simple, et je ne voudrais pas tomber dans la paranoïa, mais qui doit-on prévenir lorsqu'on assiste à des événements qui paraissent suspects? Et j'en veux pour preuve, en ce qui concerne le suspect, une de ses voisines avait averti la police du temps où il habitait en Franche-Comté, c'était Besançon ou Pontarlier, je ne sais plus, et qui s'était étonné et qui avait averti la police que des réunions se déroulaient, des réunions de 5 personnes en treillis se déroulaient dans l'appartement du suspect. Alors, votre question, c'est qui prévenir si on suspecte quelque chose de suspect? Frédéric Lefebvre, la police, j'imagine, non? C'est oui, quand même la première concernée. La police. Mais on est au cœur. Parce que regardez comme monsieur, on vient d'avoir un débat assez surréaliste pour se poser la question de savoir si ce monsieur était ou non un terroriste, alors même que on savait qu'il avait des liens avec les mouvements salafistes à une certaine époque, que tout le monde a vu la mise en scène qu'il avait faite, que vous nous apportez un élément en direct sur le fait que lui-même avait été signalé à un moment, que toutes ces informations, évidemment,
quand vous les donnez à la police, sont concentrés dans les services. Et moi, la raison pour laquelle j'interviens avec cette force, c'est justement parce que je connais le système. Et que je dis que ce système, aujourd'hui, en réalité, il est en train de multiplier un certain nombre d'acteurs fragiles qui sont sous la dépendance de ces mouvements qui prônent le repli sur soi. Et je regrette que la loi ne soit pas appliquée. Parce que quand on se renvoie tous la loi de 1905, si on lit l'article 35 de la loi 1905, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que notamment dans les lieux de prière, les discours de haine... Mais encore une fois, ça se fait, ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que Bernard Cazeneuve, et c'était pas pour créer de la polémique entre vous, c'était pour vous dire que quand il y avait des discours de haine qui étaient avérés, il y a des actions qui sont menées, et à un moment donné, ces prêcheurs de la haine sont effectivement exclus. Je suis en train de vous dire que quand il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui arrive. Que quand ces lieux-là sont identifiés, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs par le correspondant de RFI qui connaît bien ces sujets, qui a écrit un livre sur ces questions. Il le sait parfaitement ce que je dis, qu'en réalité, le monde du renseignement, le monde de la police, le monde... je ne suis pas en train de les critiquer, je dis que c'est comme ça que cela fonctionne. Comment les rendre sous plus la efficaces droite ou sous la gauche Comment depuis les très rendre plus longtemps, efficaces et qu'aujourd'hui, ce système-là met en danger toute une partie de notre jeunesse. C'est ça que je dis. Parce que dans le même temps, nous sommes engagés, nous-mêmes, la France, l'Europe d'ailleurs, j'appelle à la mobilisation avec 52 parlementaires de droite et de gauche pour que l'Europe se mobilise contre l'État islamique, au-delà de nos frontières. Que la France ne soit pas seule à porter, comme c'est le cas aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme. Et donc toutes ces questions, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, elles sont liées. Parce qu'à la sortie, il faut penser humain. Il faut penser à des gens, des familles musulmanes aujourd'hui, qui sont dans la détresse, qui voient leurs enfants tomber dans les griffes d'un certain nombre de gens qui n'ont qu'un objectif, tout sourire au départ, les encadrer, leur redonner de la discipline, les ramener à l'intérieur de groupes soi-disant pour s'occuper d'eux. Et un certain nombre d'entre eux seront amenés à la violence. Pour revenir à la question de l'auditeur, on prévient qui et on fait comment pour être efficace? La police. Eduardo Riancipel. Je veux apporter à notre auditeur des réponses très concrètes. Et rapides, s'il vous plaît. J'aimerais avoir autant de temps que Frédéric Lefebvre. Bon, je ne suis pas le CSA, on va faire ça en toute amitié et tout va bien se passer. Mais on a plein d'auditeurs vraiment qui nous appellent. Non, je vais faire aussi bref que possible. Bien sûr, la police, la gendarmerie sont là pour recueillir toutes les informations nécessaires sans aucune paranoïa au système de délation organisée. Il faut être vigilant quand même à ça. Mais le gouvernement a pris des mesures très concrètes. Il y a un site internet qui s'appelle stopdjihadisme.gouv.fr qui est précisément créé pour prévenir et anticiper les signalements qui s'adresse notamment aux familles qui voient partir mais qui s'adresse à tous les Français. Jeunes. À tous les Français. Nous avons pour notre part rétabli le renseignement territorial, de proximité, pour capter les signaux faibles. Parce que c'est souvent peut-être à l'école, dans la salle de gym. Regardez cet attentat terroriste et l'auteur de cet attentat, Saline, son professeur de boxe ou de gym, je ne sais plus, témoigné ce matin, disait qu'il voyait les choses. Autrement dit, ça c'est le travail des services de renseignement, de pouvoir capter les signaux faibles dans l'entourage de ceux qui, etc. Dans l'éducation nationale, il faut pouvoir repérer les choses, les familles. C'est un effort de toute la société française pour ne pas laisser les jeunes et les personnes concernées tomber dans ces processus de radicalisation. Parce que ce sont des processus de radicalisation de type processus de ceux qui tombent dans les phénomènes sectaires. C'est à peu près la même chose. Et nous savons comment faire pour lutter, mais il faut une vigilance de la société à tous les niveaux. Le gouvernement a pris une des dispositions, au-delà des renforcements des systèmes de sécurité intérieure et autres, c'est ce site internet stopdjihadisme.gouv.fr. J'invite tous les Français à le découvrir. David Thompson. Il y a juste un petit détail, c'est comment on reconnaît un djihadiste. C'est pas forcément marqué sur son front. 90% des gens qui portent, comme on dit, la sunna, c'est-à-dire le camis afghan, la barbe, ne sont pas djihadistes. Ce sont des salafistes quiétistes, encore une fois, qui sont les pires ennemis des djihadistes. Donc, les musulmans eux-mêmes peuvent nous aider dans les mosquées, parce que ce sont parfois les premiers à nous prévenir quand il y a des gens qui partent pour les djihadistes le déplorent
déplorent eux-mêmes que les premiers à les dénoncer à la police sont les salafistes quiétistes. Je suis pas certain que beaucoup de Français sont capables de reconnaître un djihadiste. Moi, j'ai vu des jeunes partir en Syrie, j'ai mené des entretiens avec eux. Avant de partir, certains fumaient la cigarette et n'avaient pas un poil de barbe au menton, étaient habillés comme n'importe quel jeune de banlieue. Donc, je suis pas certain. Et on voit d'ailleurs beaucoup de gens qui, avant de perpétrer leur acte, se dissimulent justement. Je suis pas certain que de conseiller à la population d'aller dénoncer son voisin à la police, ce soit la meilleure solution. Je vous parle de processus de radicalisation. Mais vous savez très bien, si vous avez travaillé, David Thompson, vous avez travaillé, vous avez bien écrit sur le sujet. Vous savez bien qu'il y a plusieurs étapes. Tous ceux qui sont des experts et qui ont fréquenté les personnes concernées savent qu'ils passent par plusieurs étapes. Et donc, il faut identifier ces étapes pour, à un moment donné, justement, les faire revenir vers le droit chemin et ne pas les laisser aller sur la radicalisation totale. On est évidemment tous d'accord les éléments de la radicalisation, autant que faire se peut, avec tous les segments de la société française. S'il vous plaît, un française. appel de Martine qui nous appelle de Fresnes. Bonsoir Martine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors allez-y, je vous écoute. Nous vous écoutons. J'avais deux remarques. La première, elle n'était pas prévue, mais parce que M. Sylvain Sipel vient de dire que... Non, Édouard Sipel, que certains djihadistes, ou que la plupart des djihadistes, avant de le devenir, étaient habillés tout à fait normalement comme un jeune de banlieue. Il n'y avait pas besoin de rajouter de banlieue. Un jeune, c'est un jeune. C'est pas moi. Non, c'est peut-être David Thompson, mais qui a voulu dire que voilà, il n'était pas repérable. Vous voyez, c'est ce qu'il a voulu dire. De banlieue. Tous les jeunes en ce moment sont habillés de la même façon. Bien, ma remarque consistait à dire que une des attitudes vis-à-vis de ce fléau était aussi la résistance. Et la résistance commençait par ne pas en parler tout le temps, ne pas leur faire une publicité. Donc vous trouvez que nous en parlons trop, par exemple, ce soir, vous trouvez que cette émission est inutile parce que nous faisons de la publicité. Je ne dis pas qu'elle est inutile. Je dis que ces gens-là aiment beaucoup qu'on parle d'eux. Et un de leurs objectifs, c'est qu'on ne parle que d'eux. En même temps, ils décapitent des Français sur le sol français. La question vaut d'être posée parce que la notoriété, évidemment, sert... Ce ne sont pas des faits divers. Non, mais c'est pas un chat qui a été écrasé. S'il vous plaît. Elle vaut d'autant plus d'être posée qu'à mon avis, elle doit nous amener à une réflexion collective. Tous les spécialistes de la religion musulmane savent qu'il y a aujourd'hui, partout dans le monde, en tout cas, vous avez Al-Azhar en Égypte, vous avez au Maroc Al-Qarawin, qui sont des universités des Lumières de l'islam, qui portent un message qui est à l'opposé de tous les messages qu'on vient d'évoquer, que ce soit les messages des salafistes, que ce soit le message du mouvement Tabligh, que ce soit les messages évidemment des djihadistes. Or, ces universités, je vous le dis aujourd'hui, qu'ont-elles comme problème? Des problèmes de moyens. Elles n'ont pas d'argent. Et donc, le monde musulman aujourd'hui, et c'est très important, et il doit y avoir une nouvelle répartition des moyens pour que l'islam reste ce qu'il est, c'est-à-dire une grande religion. Non, mais là, la question, c'est de savoir, est-ce que nous en parlons trop, mais justement, sur tous les médias, évidemment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut parler de l'islam comme religion de lumière, comme d'autres religions. Il faut du coup, au lieu de parler uniquement de cette partie noire, et celle-là, il faut qu'on s'en occupe. Enfin, il faut parler aussi de ce qu'est l'islam. Et il faut donner des moyens à ceux qui portent un islam de paix. Bien sûr. Parce qu'ils sont et j'espère que c'est quand même évidemment ce que nous faisons aussi à France Inter. En tant que journaliste, évidemment, qui ne travaille spécifiquement sur ce sujet, j'ai évidemment réfléchi à cette question. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la question djihadiste, 2011, 2012, 2013, cette question n'existait pas dans les médias français. Elle était totalement absente des médias français. Et pour autant, c'est à ce moment-là que le gros des départs au djihad a eu lieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le discours des médias traditionnels n'a aucune prise sur les djihadistes. Ils considèrent que tout ce qui peut être dit ici, ce qu'on est en train de dire, est source de mécréance et de perversion. Donc forcément, ça n'a pour eux aucune valeur. Ils s'informent uniquement par les branches médias de toutes les branches médias officielles de toutes les organisations djihadistes. Donc qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça ne change rien. En revanche, il est impossible de ne pas en parler. Je rappelle juste que l'État islamique, dont certains niaient l'existence dans certains pays arabes à une époque, est en train de redéfinir toute une géopolitique régionale. Il a fait exploser, au sens propre comme au figuré, des États-nations, l'Irak. Bon, je pense que voilà, aujourd'hui, c'est une question majeure pour la sécurité nationale d'une bonne partie des États de la planète. Il est impossible de ne pas en parler. Cela dit, l'auditrice a raison. Aujourd'hui, il y a une forme d'hystérie médiatique autour de ce sujet. Donc, à nous interroger sur un traitement peut-être plus rationnel, parce que le traitement médiatique a en revanche un impact très fort sur la peur,
que cette actualité peut Peut susciter sur déclencher, les auditeurs. bien sûr. Eduardo Riancipel. Oui, moi je trouve que vous avez raison d'en parler. Je trouve qu'on en parle plutôt bien. Et je prends ma part de responsabilité parce que je suis député et j'estime que la classe politique doit être exemplaire, ce qu'elle n'est pas toujours. À faire des polémiques inutiles lorsque ce sont des sujets sérieux, parce qu'on a un contexte stratégique nouveau, vous venez de le rappeler David Thompson, à savoir Mais ce soir, une organisation terroriste qui a des moyens militaires puissants, qui contrôle un territoire, et avec des gens chez nous qui peuvent passer à l'acte. Merci, et ce soir vous avez fait tous les deux preuve qu'on pouvait parler ensemble à peu près de la même voix sur ce type de sujet. Merci à tous les trois d'avoir répondu aux auditeurs et auditrices de France